Voilà, donc bonjour à toutes et à tous à nouveau. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la présentation euh, de la republication à venir de GPS obésité. Donc pour rappel, cette présentation est enregistrée. La vidéo de cette présentation ainsi que les différents supports de présentation et une synthèse vous seront transmis par mail à la suite de cette présentation dans les jours à venir. Et voilà, je vous propose de débuter. Alors, tout d'abord, un point de contexte un peu rapide. Simplement pour vous dire qu'on a ressenti avec l'équipe GPS Obésité une nécessité de refondre le protocole après 2 ans d'expérimentation. Cette nécessité est apparue vraiment grandissante au fil de l'eau pour essentiellement 3 grandes raisons. Alors, il y en avait de nombreuses autres, évidemment, mais 3 grandes raisons qu'on avait pu isoler au moment où on a fait cette demande. C'était tout d'abord un travail de déploiement qui était long et souvent fastidieux, donc c'est-à-dire le travail qui est mené notamment par les coordinatrices que vous avez dû avoir avec vous en face de vous plutôt lors du déploiement, et puis tout ce vécu de déploiement que vous avez pu avoir ensuite derrière au fil de l'eau. Des structures de terrain qui avaient plus de facilité que d'autres dans le déploiement de GPS obésité pour un tas de raisons, soit parce qu'elles avaient déjà déployé par exemple de l'éducation thérapeutique ou des choses comme ça, soit parce qu'elles avaient des capacités organisationnelles qui leur permettaient plus facilement d'inclure des patients ou d'avoir l'équipe adaptée, etc., etc. Et donc, on a eu quand même une grande variabilité sur les typologies de structures, avec certains modèles qui marchaient mieux et qui étaient même parfois un peu plus innovants que d'autres. Pour y revenir. Et puis un nombre d'inclusions par centre qui a été moins élevé qu'attendu, en tout cas que présupposé lorsqu'on avait rédigé le protocole de GPS obésité. On avait imaginé à l'époque qu'il puisse y avoir à peu près 4 groupes d'une dizaine de patients par an qui soient réalisés par structure d'inclusion. La réalité est plutôt autour de 2, généralement sur une saisonnalité avec un groupe en début d'année et un groupe plus ou moins en fin d'année, enfin en tout cas un groupe sur le premier semestre, un groupe sur le second semestre, et avec une saisonnalité qui est souvent liée aussi aux différentes vacances scolaires, etc., etc. Donc, euh, ceci faisant, on a donc identifié un certain nombre de points bloquants sur lesquels on souhaitait agir pour GPS obésité. Et donc, on a soumis notamment à l'équipe Article 51. Le premier, c'est que du fait de l'hétérogénéité des équipes et des difficultés de certaines équipes, on trouvait que le périmètre géographique du déploiement était insuffisant pour atteindre les objectifs initiaux de GPSO. Donc, pour rappel, GPSO, c'est une expérimentation qui a, je vais vous le représenter, des objectifs sur un nombre d'inclusions notamment, et on était assez limité, puisqu'on avait des équipes qui avaient parfois du mal à démarrer, etc., sur les contraintes qui pouvaient leur être imposées. Pardon. On avait aussi des temps de coordination qui étaient un peu oubliés, qui étaient un peu passés à la trappe, notamment les temps d'aller vers, ce qu'on appelle en tout cas l'aller vers dans GPSO, puis dans de nombreux autres projets, c'est-à-dire le fait de pouvoir prendre du temps avant inclusion pour aller vers les patients et pour les embarquer dans un protocole qui, malgré tout, même s'il a été pensé pour eux, pouvait être perçu par certains patients comme étant un peu lourd, en tout cas qui pouvait voilà, nécessiter des temps de discussion, etc., avec des patients qui ne garantissaient pas toujours l'inclusion des 10 patients. Et puis enfin, de la coordination administrative qui s'est avérée plus lourde également que prévu dans certains cas, et qui n'était pas forcément réalisé par la même personne que le référent de parcours qui habituellement, enfin qui était prévu initialement dans le projet de GPSO pour faire et la coordination de parcours et la coordination administrative. On s'est rendu compte qu'à l'usage, on pouvait avoir souvent 2 personnes une pouvant être chargée de la coordination de parcours des patients, du suivi des patients, de la relation avec l'équipe, et une autre personne pouvant être plutôt sur cette notion de coordination administrative, c'est-à-dire de gestion notamment de la facturation, des données de reporting qu'on vous demande, ce genre de choses. Et tous ces temps-là étaient un peu oubliés dans les différents forfaits.
Enfin, on s'est aperçu qu'il y avait des actes qui étaient à réévaluer, soit parce que simplement la facturation de droit commun avait été elle-même réévaluée ou était en cours de réévaluation depuis la parution de GPSO, soit parce que ces actes ne prenaient pas forcément en compte aussi la réalité de ce qui était vécu sur le terrain. Alors pour cela, donc, on a fait 4 grandes... Alors on a eu d'autres demandes mais, qui vous concernent moins, mais 4 grandes demandes d'ajustement pour une republication, et je reviendrai sur ce terme juste après, pour une republication de GPS Obésité. Tout d'abord, il y a eu une demande d'élargissement du projet à l'ensemble des départements dans chaque région, modulo le Cher, où c'est une demande qui est plutôt optionnelle et qui sera comment dire, qui pourra éventuellement agir si jamais il y a une décision en Centre-Val de Loire et un accord de l'Agence régionale de santé. Une demande de refonte des forfaits, et je vais vous la présenter en détail. Une réduction du nombre total d'inclusions et une reventilation des types d'inclusion, je vais vous présenter tout ça en détail aussi. Et puis une demande d'allongement des inclusions, ou plutôt des ouvertures de forfaits, durant une année de plus. Donc initialement, GPSO on devait arrêter d'inclure à partir de janvier de l'année prochaine, donc dans 5 mois. En quelques mots, le processus de demande de republication se fait en 5 étapes. Donc 3 premières étapes qu'on a déjà passées, qui est, après avoir informé l'équipe article 51 du souhait de réaliser une republication, c'est une réécriture et une refonte budgétaire du projet. Je ne vous cache pas que ça nous a pris un peu de temps et que c'était pas, voilà, c'était un travail assez fastidieux. Mais donc, il y a eu une réécriture en partie du protocole et quasiment intégrale, du budget global de GPSO, qui, à titre d'information, reste un budget constant. C'est-à-dire, au global, le budget de GPSO n'a pas changé, mais simplement, ça a été une réécriture de ce budget de manière globale. Ensuite, il y a eu de nombreux allers-retours avec l'équipe article 51 élargie, dans le sens où, en face de nous, dans l'équipe article 51, on a plusieurs typologies d'acteurs. Et voilà, et sans entrer dans le détail, on a eu des discussions à la fois avec les équipes du ministère, mais aussi des équipes de la CNAM ou d'autres organismes qui ont voix au chapitre sur ce type de décision. Et avec lesquels il fallait qu'on trouve des terrains d'entente et qu'on justifie, explicite la réécriture pour la republication. Enfin, un accord de principe du CETIS qu'on a obtenu finalement en milieu d'été, donc on l'a obtenu autour du 20 juillet, le 22 juillet de mémoire, et donc un accord qui, globalement, validait l'ensemble des discussions qui avaient été mises en place donc c'est un accord de principe pour, globalement, passage en journal officiel à terme. Nous sommes actuellement dans des processus plutôt administratifs et de signature du nouveau protocole. Et ça devrait aboutir sur une publication au journal officiel, qui est espérée donc pour fin septembre, début octobre, avec, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a comment dire, des petits remous institutionnels en ce moment, voilà, avec une réserve malgré tout de l'équipe article 51 sur les délais, mais a priori, cela relève des affaires courantes, donc il ne devrait pas y avoir normalement de retard sur la publication dans le journal officiel. Donc on est en attente, on a eu la confirmation de l'équipe article 51 que tout ça était en cours, et c'est aussi pour ça qu'on vous a sollicité, parce qu'on voulait que vous puissiez être sur les rails dès la republication et que vous ayez en tête toutes les différentes modifications. Alors voilà, à ce stade, le contexte. Je ne sais pas si éventuellement il y a des questions sur le contexte avant que je passe directement à la republication. Non? Eh bien écoutez, j'avance. Donc la republication, comme je vous le disais, elle comporte plusieurs dimensions, et notamment, première dimension, c'est l'élargissement à d'autres départements, donc globalement à quasiment l'ensemble des départements des 3 régions, c'est-à-dire que, par exemple, dans les Hauts-de-France, désormais, la Somme pourra inclure dans GPSO, ce qui n'était pas le cas jusque-là. En Île-de-France,
le 94, Paris, le 95, etc., pourront inclure désormais dans GPSO et donc pourront participer pour être des structures expérimentatrices dans GPSO qui seront dans ces différents départements. Et juste une particularité donc en Centre-Val de Loire, pour le Cher, où il y a déjà d'autres expérimentations d'article 51, avec une crainte de saturer un peu l'offre autour de l'obésité dans ce département-là, et donc quelque chose qui est plutôt optionnel et qui relève encore une fois d'une volonté de l'équipe Centre-Val de Loire en fonction des capacités qu'elles peuvent avoir pour déployer dans le Cher, et puis aussi d'un accord à obtenir auprès de l'ARS pour pouvoir le faire. Donc, plutôt optionnel dans le Cher. Alors, je vois que dans le chat... Oui, voilà, merci Monique. Vous pouvez effectivement poser les questions dans le chat directement si vous en avez. Je tâcherai d'y répondre au fil de l'eau. Face à vous, vous avez le calendrier général de GPS obésité. Projet qui a, pour rappel, qui a débuté au deuxième trimestre, pardon, 2021, avec la publication de l'arrêté et la préstructuration du projet. Qui ensuite a débuté son déploiement en 2022 et dont les inclusions devaient se terminer, encore une fois, au premier trimestre 2021. Globalement, de mi-janvier 2021, donc quasiment à la fin 2024. Donc, première modification, donc vous voyez que nous sommes actuellement en vert, enfin quasiment, enfin non, si, nous sommes encore en vert. Premier élément, c'est que comme vous pouvez le voir, on va pouvoir continuer d'inclure sur toute l'année 2025, voire le tout début d'année 2026. Je vais y revenir juste après. Et donc, ces inclusions perdureront finalement durant toute l'année 2026, voire, les parcours relatifs à ces inclusions dureront pendant toute l'année 2026, voire jusqu'à la fin de l'année 2027. Ce qui compte et ce qui est important que vous ayez en tête en tant que potentielle structure expérimentatrice et donc professionnelle qui peut inclure dans GPS obésité, c'est que on parle de l'inclusion dans les forfaits. On parle non seulement de l'inclusion des patients dans le dispositif, mais aussi de l'inclusion dans les forfaits, c'est-à-dire de l'ouverture des forfaits en fait. Et quand je vous parle d'ouverture des forfaits, vous avez l'ouverture du forfait bilan qui vaut pour inclusion, c'est-à-dire la première consultation médicale qui vaut comme acte normalement fondateur de l'inclusion du patient dans GPS obésité, mais aussi l'inclusion dans les différents forfaits éducatifs, donc le forfait éducatif de groupe et le forfait éducatif individuel. Ça veut dire qu'avant le premier trimestre 2026, il faut que l'intégralité des patients que vous souhaitez inclure dans le GPS obésité aient ouvert les forfaits liés à leur parcours. C'est-à-dire que globalement, il faut qu'ils aient ouvert leur forfait éducatif aussi, leur forfait de groupe. Ce qui veut dire que quand vous allez les inclure dans le bilan, le temps que vous fassiez les différents bilans, la RCP, etc., et puis ensuite que vous les versiez dans le groupe ou l'individuel, il faut que ce soit fait avant, globalement, mi-janvier 2026, dans cette nouvelle version de GPS obésité. Voilà, donc gardez bien ça en tête, parce que ça veut dire que des patients que vous pourriez inclure, alors on va vous réalerter d'ici là, hein, évidemment, on vous fera des mailing lists, des newsletters, pardon, pour vous réinformer et pour vous donner des petites alertes, mais gardez bien en tête que des patients que vous allez inclure là au T3 ou T4 2025, il faut à tout prix qu'ils soient déjà orientés vers leur groupe au T1 2026, avant le 15 ou 20 janvier au plus tard. Voilà, donc ça, c'est un premier point. J'avance. Deuxième point, alors qui est lié à ce que je viens d'évoquer, mais qui est le volume cible d'inclusion et la ventilation. Donc, de fait, on a une année de plus de ventilation de patients, d'inclusion de patients, et on a revu la ventilation, notamment pour répondre au point que je vous évoquais tout à l'heure sur les capacités d'inclusion par centre qui étaient en gros divisées par deux par rapport à ce qu'on avait pu envisager. Donc, vous avez à gauche l'objectif initial, vous voyez qu'on était assez ambitieux sur l'année 2 et l'année 3, tout en sachant qu'à date, on est en année 3. Et vous avez à droite les objectifs revus en fonction de l'ajout de la nouvelle année et aussi de la diminution du nombre d'inclusions. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que pour augmenter les forfaits, il fallait quelque part qu'on diminue le nombre d'inclusions. Comme on était plutôt en retard sur le nombre d'inclusions, ça nous a paru
pas être bloquant pour GPS obésité de diminuer le nombre d'inclusions. Donc, on a diminué d'à peu près 600, un peu 550, 540 exactement, inclusion, si je dis pas de bêtises, 640, pardon, inclusion entre le projet initial et le projet actuel, avec une reventilation et des ambitions qui sont plus basses d'une année sur l'autre. Les chiffres interrégions sont indicatifs, c'est-à-dire qu'une région peut prendre le dessus sur une autre en fonction de ses capacités, mais ça donne une idée en tout cas de la projection du nombre d'inclusions qu'il faut avoir. Autre chose qui a évolué et qui vous intéresse au premier ordre, c'est que on a désormais une ventilation avec une orientation de 95% des patients vers un parcours éducatif de groupe. Donc c'est vraiment le groupe qui a pris le dessus. Ça remonte finalement des pratiques de terrain. On se rend compte qu'il y avait quand même une orientation qui était majoritairement vers le groupe, avec malheureusement parfois des déperditions, alors qui pouvaient être simplement liées à des réorientations vers d'autres dispositifs, c'est-à-dire le patient fait son bilan, etc. Et puis on se rend compte que GPSO est finalement peut-être pas le protocole le plus adapté. Il vaut mieux, par exemple, l'adresser vers un SMR, vers un hôpital de jour, ou je ne sais quoi. Ou des patients perdus de vue au fil du bilan et qui ne font jamais leurs premiers ateliers, etc. Ou des patients qui sont orientés directement vers les parcours éducatifs individuels euh, dès le passage post-bilan. Et là aussi, donc, on a changé le calcul. Avant, c'était c'était un peu complexe à comprendre, où il y avait une partie qui était dédiée au renforcement, une partie qui était dédiée à l'adressage immédiat vers l'individuel. On a fait table rase de tout ça. Et donc, vous avez sur 100 patients inclus, vous en aurez 25 qui pourront aller vers de l'individuel. Donc, quel que soit leur parcours, c'est-à-dire ils peuvent passer d'abord par du groupe et ensuite faire du renforcement en individuel, entrer directement en individuel, puis faire ensuite du groupe, ou entrer en individuel, puis, alors, cas beaucoup plus rare quand même, et faire du renforcement en individuel. En tout cas, il faut simplement que vous ayez en tête que sur 100 patients inclus, il faut que vous ayez un ratio d'à peu près 25 patients qui vont vers l'individuel. Donc à peu près un quart. Ce qui est mieux disant finalement que ce qui était prévu précédemment. Voilà, donc j'avance si j'ai pas de questions sur ce point-là. Alors là, je vais changer d'écran rapidement, mais je vais aller, c'est le plus simple, je pense, directement vers les forfaits et vous présenter les forfaits. Donc j'espère que vous voyez bien mon écran, j'espère que c'est suffisamment grand, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir les deux forfaits côte à côte pour bien comprendre. Donc la situation que vous avez à gauche dans ces colonnes-là, correspond à la situation que vous avez connue jusque-là dans GPS obésité. C'est-à-dire que vous aviez, alors c'est toujours le cas, un forfait bilan, un forfait éducation de groupe, un forfait éducation individuelle ici. Donc vous avez bilan là, éducation de groupe ici, pardon, éducation individuelle là en vert, qui était coté à 325 € pour le bilan, 272 pour le groupe et 373 pour l'individuel. Alors plusieurs modifications, je vais le faire forfait par forfait, ça va être le plus simple. Première modification, comme vous le voyez, on a changé la cotation, et ça a été accepté, de l'acte. Alors, c'est ce qui reste une cotation théorique, puisque de toute façon, c'est le patient qui porte son forfait. Mais en tout cas, on a changé, dans le calcul global du forfait, la cotation théorique de l'acte, des actes médicaux, et notamment des consultations médicales longues. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y avait une durée de consultation qui était parfois supérieure à ce qui avait été envisagé, les 46 €, et n'était pas forcément aligné avec la réalité de ce que ça pouvait emporter en termes de temps consacré pour les médecins. Il y avait également dans la cotation de l'acte un décalage qui s'était creusé avec les nouvelles cotations qui ont été imaginées dans les dernières négociations, notamment sur les actes de nutritionnistes, enfin d'endocrino, pardon, et donc un décalage qui était en train de se creuser avec des actes de médecins spécialistes. Et puis il y avait aussi la volonté, dans cette consultation un peu mieux dotée, de prendre en considération, même si c'est pas ouvertement indiqué dedans, mais de prendre aussi un peu en considération les temps que le médecin peut passer à faire la transmission et les choses comme ça.
Donc voilà, donc une nouvelle cotation à 60 € pour les deux consultations longues médicales. En gros, la consultation de bilan initial, médicale initiale et la consultation de bilan finale. Idem pour le bilan éducatif initial, une nouvelle cotation à 44 €. Donc là, c'est simplement une revalorisation par rapport à la réalité de ce qui a été vu dans les autres articles 51 et ou dans d'autres dispositifs, où on passe à 44 € au lieu de 40 €, bon, ce qui est 10% de, voilà, c'est toujours ça de prix, mais qui au moins remet à niveau. Voilà. Alors, modification majeure, c'est la suppression du forfait des 2 bilans médicaux de suivi qui étaient avant initialement compris dans le forfait et qui sont désormais recommandés mais facultatifs et qui passent dans le droit commun si nécessaire. Donc, souvenez-vous, vous aviez ces 2 bilans de suivi pour les médecins qui étaient normalement imposés dans le protocole et qui, à l'usage dans certains cas, enfin dans les remontées qu'on pouvait avoir, étaient vécues comme étant contraignantes à bien des égards et pas forcément indispensables, même si on recommande encore une fois vivement de les réaliser, c'est-à-dire d'avoir des suivis intermédiaires dans les 2 années de prise en charge, globalement après le parcours de groupe et ensuite à mi-chemin avant la consultation finale. Donc ces 2 consultations-là sortent des forfaits et reversent dans le droit commun. Donc ça a soulevé des questions et on le sait, mais malheureusement, c'est un arbitrage qu'on a fait pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Ça soulève des questions, mais voilà, ça sera au cas par cas et on essaiera de trouver des solutions quoi qu'il arrive. Autre chose, donc ce qui n'a pas changé pour l'instant, c'est la coordination de parcours et notamment le référent de parcours. En revanche, 2 nouvelles lignes que vous voyez ensuite en dessous. Donc là, on a de la coordination territoriale et de l'aller vers. Donc ça, c'est pour venir, attendez, je regardais le chat, on ne se souvient pas, mais oui, merci, merci Monique. Effectivement, pour les consultations, intermédiaires, c'est plus simple de passer par la carte vitale plutôt que d'avoir heu à le déclarer dans le forfait, ce qui était beaucoup plus lourd. Donc, deux nouvelles lignes, une nouvelle ligne sur la coordination territoriale et l'aller vers. Donc là, le calcul qui a été fait, c'est de considérer que finalement, pour inclure 10 patients, il fallait généralement en adresser 30 ou 40. Et vous aviez des temps de téléphone, de mail, de SMS, d'aller-retour avec vos patients, vous les sollicitiez, vous les ressollicitiez, vous les informiez, et cetera, avant éventuellement qu'ils acceptent, d'être, inclus dans GPSO et de pouvoir, donc déclencher les forfaits. Donc on a essayé de valoriser ces temps-là en considérant que chaque nouveau patient inclus, du coup, ouvrirait, une nouvelle poche de financement de 35 € par patient pour tout ce travail-là, notamment amont, mais aussi, pardon, j'arrive pas à sortir de ça, mais aussi aval éventuellement pour guider le patient vers. L'autre chose qui a été ajoutée, c'est tout ce qui est gestion du contenu administratif du patient. Donc, encore une fois, patient par patient, c'est tout ce travail de liaison avec le médecin traitant quand ce n'est pas le médecin traitant qui prend directement en charge le patient. Donc, la lettre à adresser au médecin, le recueil des documents administratifs auprès du patient, la rédaction des comptes rendus, la facturation, etc., etc. C'était revalorisé à hauteur de 35 €. Donc, c'était des actes qui pouvaient être réalisés notamment par des secrétariats médicaux, mais pas que. Mais voilà. En tout cas, c'est valorisé différemment. Ça vient s'intégrer au forfait. Charge à vous, pour rappel, c'est un forfait, donc charge à vous de le reventiler comme vous le souhaitez, soit pour le reventiler vers une personne, vers la pour, comment dire? L'imputer réellement du temps homme dédié d'un secrétariat médical ou autre, soit pour, pourquoi pas l'intégrer à du temps, de coordination, de référent de parcours. La RCP n'a pas été revue et en revanche, ont été revus les frais de déplacement et de connexion, notamment pour pouvoir éventuellement, valoriser, on en reparlera plus tard, tout ce qui est lié aux frais, comment dire? Aux frais de connexion pour iGPSO, qui est le dispositif, le nouveau dispositif qu'on vous propose, donc la version digitale de GPSO. Tout ceci cumulé nous fait atterrir sur un forfait à 395 € et donc vous le voyez là, ici, ligne 21, ça veut dire 70 et 22 de enfin 70 € pardon de de forfait en plus et un écart de 22 par rapport aux forfaits initiaux sur une reventilation un peu différente.
Sur les forfaits éducatifs de groupe, désormais, il y a un acte. Alors, première chose, il y a une revalorisation également qui a été faite sur les actes qui étaient précédemment calculés sur une base de 40 € et qui désormais sont sur une base de 144 €. Donc, pareil, c'est toujours ça de prix. Donc, ça fait 158 € au lieu de 144. Et il y a eu aussi une revalorisation faite sur le bilan éducatif final, qui, pour rappel, est rattaché au forfait éducatif de groupe, puisqu'il dépend du parcours que va faire le patient, s'il passe par du groupe ou de l'individuel. Donc là, c'est des changements qui sont relativement simples. Et enfin, changement majeur aussi sur les forfaits éducatifs individuels, il y avait eu un oubli un peu, alors pourtant Dieu sait qu'on y avait travaillé, mais un peu un peu dommageable. Étaient originellement prévues 8 consultations et on avait oublié, bêtement, les temps de, comment dire? Le bilan éducatif final, dans le forfait éducatif individuel. Donc il y avait pas la réponse, l'équivalent de ce qu'il y a dans le forfait éducatif de groupe. Ici, n'existait pas dans le forfait éducatif individuel, donc on l'a ajouté. Donc désormais, vous avez 8 consultations réelles, alors qu'avant c'était 7 plus un bilan final. Donc désormais, vous avez la possibilité de faire 8 consultations réelles, qui ont elles-mêmes été réévaluées. Et alors, pour pouvoir, adapter un peu la tarification, et aussi, prendre en compte les temps de transmission et cetera, durant ce forfait individuel, on a, ajouté des temps de coordination ici, donc soit à peu près 1 heure pour 3 personnes. Donc imaginons, c'est une diététicienne, un enseignant d'activité physique adaptée et une psychologue qui doivent se coordonner autour de ces 8 consultations. On a rajouté 1 heure de temps de transmission, coté à 35 €, soit 105 €. Ce qui fait que, in fine, si je fais un calcul rapide, ça fait 352 plus 105, soit 457 €, divisé par 8 consultations, vous arrivez à une cotation par consultation à quelque chose de l'ordre de 57 € et 125 enfin, et 12 centimes, en gros. Ce qui augmente aussi au passage, en ajoutant quand même ces temps de transmission qui étaient déjà faits, le taux horaire global, pour ces consultations individuelles. Donc voilà, donc ce sont les modifications majeures, de GPS Obésité sont sur ces forfaits. On a essayé de rendre ça, le plus adapté possible et le plus incitatif possible pour vous, enfin le plus adapté, hein, à vos pratiques par rapport à ce que vous nous remontiez sur le terrain et puis le plus incitatif aussi pour que, bah, finalement on embarque le plus possible, de professionnels, dans le projet et que ça bénéficie au plus grand nombre de patients. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, sur ces forfaits, j'espère que j'ai été clair. OK, et alors c'est moi qui vais vous poser une question. Est-ce que, vous êtes, globalement, n'hésitez pas à répondre dans le chat, satisfaite et satisfait de ces modifications? Et voilà, si oui, n'hésitez pas à nous dire, ce qui vous satisfait, le plus, en tout cas, quels sont les éléments, qui retiennent particulièrement votre attention dans, ces modifications de forfait? Voilà, en tout cas, nous, on a essayé de penser ça vraiment pour vous et pour que vous puissiez, le plus possible, et le plus facilement possible, déployer GPS Obésité. Non, les IPA ne peuvent pas faire de consultation de suivi médical. Ça a été un échange, qu'on a fait avec notamment l'équipe d'Article 51. Alors ça peut être fait éventuellement dans le droit commun, dans les conditions classiques de prise en charge des IPA dans le droit commun. Et c'est aussi pour ça qu'on a passé ces consultations de suivi, plutôt dans le droit commun. Mais en fait, dans GPSO, ça posait des problèmes puisque ça nous faisait des lignes dissociées entre le fait que ça soit est-ce que c'est une consultation médicale? Est-ce que c'est une consultation IPA? Ça devenait vraiment, quelque chose où on s'arrachait les cheveux. Donc dans le droit commun, si c'est dans la législation traditionnelle de la prise en charge, IPA, classique et cetera et que vous restez dans le cadre normal, bah, vous pourrez faire ces actes, comme vous pouvez le faire, d'ordinaire, via des IPA. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ça ne sera pas possible. Hem, alors ces modifications sont-elles pour les prochains patients inclus? En fait, ces modifications valent
Je vais y revenir ensuite pour tous les forfaits qui vont être déclarés post-publication au journal officiel. Donc, a priori, nous, pour l'instant, on a un peu retenu, on en a discuté avec les coordinatrices régionales, mais on a retenu au fil de l'eau certains forfaits pour essayer, comme ces nouveaux forfaits sont mieux disants, pour plutôt faire rentrer les patients directement dans les forfaits mieux disants et que ça soit à votre bénéfice. Euh, a priori, il va y avoir un petit décalage dans les délais, alors qui étaient relativement courts hein, jusque-là, donc, enfin, par rapport aux usages, dans les délais de paiement finalement, mais ils seront a priori à votre bénéfice, puisque vous aurez, pour les patients qui même ont été inclus récemment, voilà, le bénéfice de ces, comment dire, de ce nouveau forfait. N'hésitez pas à en parler directement avec vos coordinatrices régionales pour pouvoir éventuellement faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre fonction. Donc les consultations individuelles peuvent être assurées par les 3 membres paramédicaux ou j'ai envie de dire presque périmédicaux dans le cadre des APA, mais de GPSO, c'est-à-dire diététicien, diététicienne, psychologue et enseignant, enseignante d'activité physique adaptée. Le protocole des 8 ateliers est décidé normalement en lien avec le médecin GPSO et le médecin traitant en fonction et du patient, évidemment, en fonction des besoins du patient. Donc, vous pouvez faire 8 consultations psychologues si ça vous semble utile, ou faire 3, 3 et 2 en panachant. Enfin bref, c'est vraiment à la carte. Il faut simplement que ça soit défini normalement en amont et que ça soit validé avec l'équipe médicale en gros et le reste de l'équipe éducative. Alors, les RCP, pas de revalorisation. Alors, normalement, ce qu'on vous recommande, c'est de ne pas en faire 2, mais de faire les RCP, de faire une seule RCP qui chevauche les 2 moments du parcours. Donc, si vous en faites 2, Véronique, c'est qu'à priori, soit vous avez un écart entre les groupes qui est trop important, soit, enfin, nous, on vous recommande en fait de faire se chevaucher la RCP d'entrée et la RCP de sortie. Et donc de passer l'ensemble des patients dans une seule et même RCP. Mais ça, on pourra en rediscuter éventuellement, Véronique, ou avec l'équipe de Gresmo si nécessaire. Avec plaisir pour la réponse et avec plaisir à nouveau pour la réponse. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, éventuellement par oral sur les forfaits, je vois le temps qui file, je vais passer sur la fin de la présentation. Non? Bah écoutez, je rebascule, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Alors, 2 autres nouveautés, au-delà de la republication, qui étaient déjà valables avant republication, mais qui sont d'autant plus d'actualité désormais. La première, c'est que les CPTS peuvent devenir des structures expérimentatrices, plutôt, pardon, primaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, première chose, pardon, pourquoi les CPTS et pourquoi c'est particulièrement intéressant? Parce qu'à l'usage, ce qu'on a observé, c'est que le périmètre territorial globalement le plus adapté en termes, enfin, puis le périmètre même d'équipe le plus adapté pour déployer GPS obésité était plutôt la CPTS, plus que le CMS ou la MSP. Pourquoi? Parce que généralement, il y avait une équipe à la fois médicale et soignante qui était plus importante, plus dense, et que ça, au-delà de cette équipe plus dense, on couvrait un territoire qui était plus important avec des files actives qui étaient plus intéressantes. Ça permettait aussi d'avoir un modèle d'organisation qui était un peu différent, avec d'un côté des professionnels qui allaient, plutôt des médecins qui allaient orienter les patients vers, et ensuite une équipe plutôt effectrice qui allait finalement réceptionner, si je puis dire, ces patients, parfois même faire les actes médicaux pour le compte du médecin traitant. Donc au sein de la CPTS, un médecin adresse vers un autre médecin. Donc le médecin traitant adresse vers un autre médecin qui a des velléités autour des questions d'obésité pour qu'ils puissent faire les bilans. Et puis une équipe éducative qui soit concentrée au sein de la CPTS et qui finalement capte dans les groupes l'ensemble des patients adressés par l'ensemble de ces médecins ou autres, même s'il y a 2, 3 MSP, etc. etc. Donc, c'est le modèle qui généralement marche le mieux
de ce qu'on a pu observer. Alors, il y a des modèles associatifs aussi qui marchent bien, mais globalement, voilà, c'est ces modèles territoriaux un peu plus larges et qui ont beaucoup plus de facilité à déployer que des modèles MSP ou CMS qui sont généralement un peu limités par la taille d'équipe ou la file active. L'autre avantage, c'est que ça permet de devenir expérimentateur primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire capter les financements directement de la CNAM et ne plus avoir Gressmo en intermédiaire, même si Gressmo reste en support. Donc, notamment, en gros, l'équipe projet de GPSO reste en support des questions de la relation avec la CNAM. Et là, vous pouvez capter des financements en direct avec la CNAM. On l'a testé notamment avec la CPTS du Sud de l'Auchois, qui a un peu essuyé les plâtres, et on s'en excuse et on les remercie encore de leur patience. Mais voilà, globalement, c'est un circuit direct via la CNAM. Et donc, ça permet aussi de capter la facturation des frais administratifs et de la LEVR en direct, et donc d'avoir quelque chose qui puisse, à l'échelle d'une CPTS, venir financer ce travail complémentaire. Donc ça, c'est un premier point. On voulait vraiment insister sur ce point parce qu'on pense que c'est vraiment un modèle intéressant à l'usage maintenant, encore une fois, dans le déploiement de GPS obésité, d'avoir des structures qui concentrent, encore une fois, un territoire, un nombre de professionnels et une file active plus importante. C'est toujours plus facile d'organiser un groupe quand vous avez 5, 10, 15 médecins qui vous adressent un patient une fois de temps en temps, plutôt que quand ça repose sur les épaules d'un seul médecin qui doit, au fil de l'eau systématiquement, ou d'une seule référente de parcours, ou un seul référent de parcours qui doit systématiquement identifier les patients pour constituer le groupe. Donc voilà, on vous invite à aller plutôt vers des périmètres un peu plus larges. Et on est évidemment en appui pour vous aider à organiser ça. Maintenant, on a vraiment beaucoup de retours d'expérience, donc on peut être, je pense, assez aidant. Le deuxième point, c'est le lancement de IGPSO, qui alors, est déjà effectif dans les Hauts-de-France, qui avait fait figure de précurseur sur ce dispositif, qui est en cours de déploiement en Île-de-France, et en tout cas qui est en discussion pour l'instant dans le Centre Val-de-Loire. Mais et voilà. Donc le principe, c'est à peu près le même que pour les CPTS, mais généralement, là, en tout cas dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France, à l'échelle de la région. Donc c'est une organisation centralisée sur la région, au contact du patient, des adresseurs et des professionnels de proximité qui, globalement, en gros, font le forfait bilan. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont repérer les patients, qui vont faire les actes de bilan globalement, et qui ensuite vont orienter ces patients vers une équipe mobile animatrice des ateliers de groupe en visioconférence. Donc ça s'adresse particulièrement aux patients qui ne peuvent pas participer aux ateliers de groupe en journée. Donc c'est compliqué sur 8 semaines d'affilée de pouvoir réaliser 8 séances qui se passent l'après-midi. Certains patients, enfin les personnes en situation d'obésité sont généralement des personnes qui sont actives, et c'est compliqué de pouvoir se libérer comme ça sur des après-midi ou des choses comme ça. Donc, il y a des structures qui ont mis ça le week-end, mais ce n'est pas possible dans toutes les structures. Donc voilà, c'est un premier point. Alors, je vois qu'il y a une question. Je vais revenir sur la question du docteur Belso juste après. Mince, hop, je reviens en arrière. Deuxième élément, c'est qu'on a des structures en face de nous qui parfois sont sur des zones qui sont un peu plus isolées et qui avaient du mal soit à monter une équipe éducative, soit à inclure suffisamment de patients. Quand on est vraiment dans un territoire très rural où les distances sont beaucoup plus distendues, enfin justement distendues, où il y a l'équipe est beaucoup moins dense parce que c'est un désert de soins, un désert médical, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, on peut avoir toujours envie de pouvoir proposer GPSO à des patients parce qu'on est pharmacien, parce qu'on est dans une MSP, parce que je ne sais quoi. Et donc, on peut avoir la capacité de pouvoir orienter quelques patients par trimestre ou par mois même, mais pas suffisamment pour faire un groupe. Donc, ça permet à ce type de structure-là de pouvoir orienter au fil de l'eau. Et ça permet évidemment, sur le point précédent, aux structures déjà existantes, de pouvoir orienter aussi au fil de l'eau des patients, donc de pouvoir capter des patients qui ne pouvaient pas faire les ateliers de groupe présentiels, mais de les orienter vers le digital. Donc, voilà. Ça ouvre les possibilités. Ça ouvre aussi les possibilités, je le souligne rapidement, mais pour les établissements de santé, donc un SMR qui serait prêt, et c'est possible dans GPSO, à faire toute la partie bilan, mais qui n'aurait pas la capacité de monter une équipe éducative détachée de l'hôpital, ce qui est imposé dans GPSO.
pourrait simplement s'occuper de la partie bilan et puis d'orienter ensuite les patients vers iGPSO, donc vers le volet digital, si jamais ça leur convient, et ou vers des structures locales, s'il y en a une à proximité. Alors, je regarde. Donc, pour répondre, donc voilà, merci Monique pour la réponse. Mais je vois que le patient qui n'est plus du cabinet, que dois-je faire de plus en plus? La cotation serait de... Donc, pour les 35 euros, je pense que vous faites référence à l'aller vers et ou à la RCP. Donc, quand je vois un patient qui n'est pas du cabinet, dois-je faire en plus? La cotation sera de 60 euros plus 35 euros. La cotation correspondra finalement à l'accord que vous aurez avec les personnes qui vous ont orienté des patients et où donc est-ce que c'est vous qui captez des patients et donc dans ce cas-là est-ce que c'est vous qui captez les 35 euros d'aller vers ou est-ce que vous préférez les laisser à la personne qui vous les a orientés? Ça ensuite c'est des accords alors je sais que ça vous déstabilise un peu parce que vous avez moins l'habitude de fonctionner comme ça en libéral, mais ça c'est des accords je pense au cas par cas qu'il faut que vous voyez. Globalement, c'est le patient, encore une fois, qui porte, ou la patiente qui porte le forfait. Et donc, c'est à vous de décider ensuite comment vous reventilez ces sommes entre vous. Vous pouvez effectivement capter les 35 euros d'aller vers ou pourquoi pas, les laisser à disposition de professionnels qui feront ce travail d'aller appeler les patients, de prendre. On a des structures qui prennent bêtement leur Doctolib ou leur logiciel métier et qui en fait font le tour de l'ensemble des patients qui pensent être intéressants et qui les appellent un par un pour leur proposer de rentrer dans GPS obésité. Alors, je me C'est- permets d'intervenir, Oui, Thomas, parce que Madame Belso pose la question par rapport à un problème très précis. En fait, elle est médecin GPSO et dans la ville où elle habite, il y a des patients qui nous ont contactés, qui veulent rentrer dans GPSO, mais dont les médecins ne sont pas GPSO. Et donc, je lui ai demandé de faire la consultation d'inclusion de ces patients. d'accord. Bon, dans ce cas-là, merci Monique. C'est ce que je vous évoquais au préalable, c'est que ça dépend des modalités en fait que vous mettez en place en local. Vous avez cette possibilité-là. Et donc, je vous laisserai, Monique et Docteur Belso, voilà, voir comment vous mettez ça en place de votre côté. Donc, j'ai quasiment fini. Dernier point, rapidement. Donc, je vous le disais, la publication est en cours. L'instauration de la nouvelle facturation, je vous l'ai évoqué avec des risques, comme je vous le disais tout à l'heure, de légers délais dans les paiements. Donc, il ne faudra pas vous en inquiéter. On fera notre possible, mais c'est plutôt, c'est plutôt à votre bénéfice, hein. L'idée étant plutôt de retarder les dépôts des forfaits pour que vous puissiez bénéficier des nouvelles modes de facturation qui sont mieux disants pour vous, encore une fois. Et donc, on a fait tout ça aussi pour une raison très simple, hein, encore une fois, c'est l'accélération des inclusions. On a un objectif, là, maintenant, on a potentiellement plus de 1200 patients à inclure d'ici à, encore une fois, en gros, la fin d'année prochaine. On espère que ces nouvelles modalités vont nous donner raison et vont permettre au projet d'accélérer. C'est important, il faut que vous l'ayez en tête, que ce travail d'inclusion et ce travail de faire rentrer les patients dans GPS Obésité, c'est ce qui peut aussi ça va jouer vraiment en faveur du projet pour qu'il puisse être republié, enfin qu'il puisse être publié tout court d'ailleurs dans le droit commun, peut-être pas en l'état exact, mais voilà, qu'il ait des chances d'exister ensuite, de poursuivre dans le droit commun, et donc qu'il soit en gros directement pris en charge par la sécurité sociale de manière générale. Donc on compte sur vous vraiment voilà, pour accélérer ces inclusions et pour utiliser ces nouveaux outils qu'on vous met à disposition qui vont vous permettre cela. Et donc attention, encore une fois, la fin des ouvertures de forfaits bilan ou éducatif arrivera à mi-janvier 2026. On aura l'occasion de vous en reparler d'ici là. Mais faites attention à ça. Et il y avait une question tout à l'heure que j'ai laissée en suspens. Les nouveaux forfaits, donc vous pouvez d'ores et déjà signer, alors si vous n'avez pas encore signé la convention et que vous êtes dans les nouveaux territoires, vous pouvez d'ores et déjà signer la convention et devenir équipe expérimentatrice GPSO si vous êtes à Paris, dans la Somme, etc. etc. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, les nouveaux forfaits, on vous tiendra au courant, on vous fera une newsletter dès qu'on aura des retours de l'équipe Article 51 sur la publication en cours au journal officiel. Et on devrait le savoir là dans les jours prochains, donc on vous fera un retour rapidement.
Euh, et oui, la seconde consultation médicale longue s'effectue à la fin du parcours des patients, c'est-à-dire c'est ça qui clôture finalement le parcours GPSO, en tout cas les forfaits GPSO. Le patient peut ensuite poursuivre son parcours avec vous, mais c'est ça qui clôture les forfaits GPSO à 2 ans. Voilà, dernier point, n'hésitez pas à contacter les équipes GPSO ou l'équipe projet que je représente, mais je ne suis pas le seul, il y a notamment Johan, qui est le directeur administratif du projet, et puis d'autres personnes qui peuvent vous renseigner sur les adresses mail que je vous présente là. Donc, vous prenez les initiales systématiquement des régions, donc cvl@gpsovisité, hdf@gpsovisité ou idf@gpsovisité, et info, qui est l'adresse générique, pour pouvoir contacter différentes équipes. On essaiera de répondre aux différentes questions que vous pouvez soulever. Voilà, c'était intense comme présentation, mais on voulait faire quelque chose de bref, que vous puissiez suivre facilement. Moi, on peut rester en ligne si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et puis pour toutes celles et ceux qui doivent partir, ben, je vous souhaite un bon appétit, puis on reste à votre disposition pour la suite de GPS Obésité. Voilà, merci encore de votre présence. Euh, Hop. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement des questions ajoutées ou des remarques ou voilà, des commentaires? Alors, est-ce que des patients qui ont une assurance maladie autre que CEPAM peuvent entrer dans le projet? Donc, je comprends que c'est plutôt des patients. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une assurance maladie autre que CEPAM? Ah oui, d'accord. A priori, euh, à mon sens, donc j'ai vu effectivement passer les mails. À mon sens, c'est pas lié, c'est-à-dire que de toute manière, GPSO est en parallèle de ce qui se fait. Cela dit, il faut quand même qu'ils aient un numéro de sécurité sociale. Euh, je pense que c'est le cas pour le cas que vous évoquez là. Mais il faut que le patient ait un numéro de sécurité sociale. J'ai vu passer les mails, mais oui, bah, s'ils ont un numéro de sécurité sociale, mais en fait, ils sont quand même pris en charge, à mon sens, pour les affections longue durée, etc., par la CNAM. C'est simplement qu'ils ont un organisme de captation qui est différent. Mais s'ils ont un IR, a priori, ils sont éligibles. À reconfirmer avec l'équipe de la CNAM, mais j'en suis quasiment sûr. Voilà. Mais à reconfirmer quand même, et on vous confirme ça bientôt. Effectivement, j'ai vu passer encore une fois vos mails. Euh, Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? En tout cas, sur le point d'avant, ça n'a jamais été évoqué comme étant un point bloquant. Donc, nous, simplement, ce qu'il nous faut, c'est un numéro de sécurité sociale et que le patient puisse être éligible au terme du protocole. Donc, j'ai jamais entendu parler d'organismes de différenciation à partir du moment où voilà. Vous avez des problèmes pour envoi sur la boîte sécurisée, ben là, je vous invite à vous rapprocher de votre coordinatrice régionale pour pouvoir échanger avec elle. Malheureusement, effectivement, il faut que vous ayez une boîte. Alors pour les médecins, normalement, c'est quasiment systématique d'une région sur l'autre. Il me semble que c'est même systématique, mais il faut que vous ayez une boîte pour pouvoir transmettre les documents par messagerie sécurisée. Euh, voilà, en tout cas à ce stade. Et si vous êtes dans les Hauts-de-France, je pense qu'il faut que vous adressiez à Carole ou à Monique pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et je pourrais essayer de les accompagner pour résoudre ça éventuellement. Euh, Est-ce que vous avez peut-être allez, une ou deux dernières questions, un peu tout venant, j'ai envie de dire, sur le projet, si on peut y répondre? Non? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vous remercie à nouveau de votre présence. J'espère que ces nouvelles conditions sont satisfaisantes pour vous. Donc, encore une fois, vous recevrez un mail prochainement d'ici la fin de semaine avec donc cet enregistrement vidéo, euh, une synthèse de ce qui a été dit et puis le support PowerPoint ainsi que l'Excel relatif avec les nouveaux forfaits.
Et puis bah, ensuite, alors en espérant, a priori il n'y a pas de raison, mais en espérant quand même que tout ce qui se passe en ce moment d'un point de vue institutionnel ne change pas la feuille de route qui était en cours, que tout ça passe au journal officiel. Donc encore une fois, la date effective des nouvelles cotations, je pense que vous avez dû le louper, mais c'est au passage au journal officiel, c'est ça qui compte. Et donc, on attend la date espérée de la publication au journal officiel et à fin septembre, début octobre, on attend un retour de l'équipe Article 51 pour cela. Et donc, le parti pris qu'on a eu, c'est de se dire on va attendre cette date officielle pour pouvoir déposer ensuite sur la plateforme les forfaits qui ont été réalisés dans l'intervalle pour que ça soit à votre bénéfice. Donc, y compris les patients que vous avez inclus maintenant, que vous puissiez bénéficier de la nouvelle cotation. Voilà. Donc, on vous tiendra encore une fois au courant de tout cela par une newsletter très prochainement. Et puis, vous allez avoir l'ensemble de ces documents également d'ici à la fin de semaine. Voilà, merci encore et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et un bon après-midi. Au revoir à toutes et à tous. Merci.